Vous savez, lorsqu'ils essayent de présenter la Chine comme l'ennemi principal dans ce document, la NSS, la stratégie de sécurité nationale, à mon avis, cela accélère en réalité le monde multipolaire que les États-Unis tentent d'empêcher. Et l'autre conséquence de cela serait la dédollarisation. Si la dédollarisation réussit, la sécurité nationale des États-Unis, fondée sur des dépenses militaires financées par le Trésor, peut-elle survivre sans son repas gratuit mondial? Eh bien, c'est vraiment de cela qu'il s'agit dans le plan de sécurité nationale. La question, c'est qu'ils reconnaissent la dédollarisation. Ils reconnaissent que les États-Unis ne peuvent pas contrôler le monde entier et qu'il va réellement y avoir un ensemble de sphères d'influence. Les États-Unis, la Russie et la Chine, mais le Japon n'en fera pas partie. Ce que les États-Unis peuvent sécuriser, c'est une Europe captive, même si, comme Richard l'a dit, l'Europe est en train de se désagréger, ainsi que l'Amérique latine. Les États-Unis veulent verrouiller l'Amérique latine, au moins pour son approvisionnement en matières premières et en pétrole. Et même avec la division du monde en ces différents blocs, les États-Unis ont encore un moyen de lancer une nouvelle stratégie pour la guerre froide. On peut considérer le rapport sur la sécurité nationale comme l'un des deux documents relatifs à la Seconde Guerre froide. La stratégie des États-Unis a essentiellement consisté à préciser ce qu'elle a été depuis 1945, et en réalité depuis la Première Guerre mondiale. Il s'agit de contrôler l'approvisionnement mondial en énergie, pétrole et gaz. La Grande-Bretagne et les États-Unis, avec les Pays-Bas, ont tenté de le faire, car si l'on peut contrôler le pétrole et le gaz mondiaux, cela permet de couper l'électricité, de couper le chauffage, d'empêcher l'approvisionnement des usines en ce dont elles ont besoin pour fonctionner et d'ajouter au PIB. Ainsi, les États-Unis cherchent encore à isoler la Russie et la Chine, qui dépendent du pétrole russe. Et c'est de cela qu'il s'agit dans la guerre au Venezuela. Les États-Unis affirment une nouvelle doctrine Monroe dans le cadre de cette stratégie relancée. La semaine dernière encore, on a vu la politique consistant à faire exploser des pétroliers transportant du pétrole et du gaz russe. Hier, il y a eu une autre tentative contre un pétrolier russe, et également hier, les forces armées américaines ont saisi un pétrolier quittant le Venezuela avec du pétrole vénézuélien. Ils n'ont pas encore annoncé où ce pétrole allait, mais Trump dit qu'il ne considère pas le Venezuela comme un pays producteur de pétrole. Il l'appelle un pays narco-terroriste. C'est comme traiter quelqu'un au lycée de caca-culotte. Les États-Unis qualifient désormais de narco-terroriste toute personne ou tout pays qu'ils n'aiment pas. Tout le monde est un narco-terroriste, sauf les États-Unis, qui sont le centre du commerce de narcoterrorisme, parrainé par la CIA et de ses soutiens, comme l'ancien président hondurien que Donald Trump vient tout juste de libérer de prison pour avoir été l'un des plus grands narcoterroristes d'Amérique latine. Ainsi, les États-Unis s'emparent du pétrole vénézuélien. Et hier soir, du moins lors du journal de 18h30 sur Channel 7, on lui a demandé « Que comptez-vous faire du pétrole ?» Et Trump a répondu « Eh bien, je suppose qu'on va le garder. » Donc non seulement il s'empare du pétrole que le Venezuela essaie de vendre à d'autres pays pour obtenir l'argent nécessaire à sa survie face aux sanctions imposées par les États-Unis, mais Trump affirme que nous sommes à quelques jours d'une invasion terrestre du Venezuela. Nous allons prendre le pétrole. Nous allons le rendre aux compagnies pétrolières américaines. C'est notre base. Et cela va aider à soutenir le dollar, la balance des paiements et notre capacité à continuer de dépenser de l'argent partout dans le reste du monde. Même si la stratégie de sécurité nationale parle de sphère d'influence,
Elle ne dit pas que les États-Unis peuvent désormais réduire leurs bases militaires à l'étranger. Elle demande à tous les autres pays, en particulier le Quad, le Japon, les Philippines et Taïwan, d'acheter davantage d'armes américaines et de créer une menace constante contre la Chine, transformant essentiellement Taïwan et le Japon en une nouvelle Ukraine. Sont-ils prêts à mourir jusqu'au dernier Japonais? Probablement oui. Taïwan est-elle prête à mourir jusqu'au dernier Taïwanais? Je ne le pense pas. Les Philippines, peut-être, si le dictateur reçoit suffisamment d'argent des États-Unis. Ainsi, cette tentative de contrôler le pétrole semble indépendante de cette division du monde en sphères d'influence. Et je n'ai pas mentionné la dépendance à l'agriculture américaine, mais aux graines de soja américaines. Vous avez vu exactement cela. Après le pétrole, rendre d'autres pays dépendants de vos exportations alimentaires, tout en utilisant la Banque mondiale et le FMI pour les empêcher d'investir dans leurs propres réformes agraires ou de réglementer leurs économies afin de cultiver des denrées pour eux-mêmes plutôt que des cultures d'exportation. C'est la deuxième position qui a conduit à une guerre après l'autre contre l'Amérique latine, en commençant par le Guatemala en 1953-1954, lorsqu'il y a eu une tentative de réforme agraire là-bas. Et toute la tentative des États-Unis de lutter contre la théologie de la libération de l'Église catholique, tout cela concernait la réforme agraire et le fait de pouvoir se nourrir eux-mêmes. Et cette stratégie de sécurité nationale ne va pas le dire ouvertement, mais l'Amérique n'a qu'une chose à offrir aux autres pays. Si ce n'est pas l'industrie ni l'argent, alors la capacité de ne pas leur nuire, de convenir. Nous n'allons pas vous tuer, nous n'allons pas vous bombarder, nous n'allons pas vous faire ce que nous avons fait au Chili avec Pinochet, ni ce que nous prévoyons de faire et menaçons de faire avec Maduro au Venezuela. S'emparer de son or, comme l'a fait la Banque d'Angleterre, et le donner aux opposants du gouvernement vénézuélien, ou simplement envahir et prendre le contrôle dans notre tentative de rejouer la guerre du Vietnam, cette fois en Amérique latine. Peut-être aurons-nous plus de succès dans les forêts et les jungles du Venezuela que nous n'en avons eu au Vietnam et en Asie du Sud-Est. Voilà, c'est à peu près tout. Eh bien, que peuvent faire la Chine et la Russie pour s'y opposer? Pour commencer, elles ont déjà essayé d'aider le Venezuela à se protéger en lui fournissant des armes. Nous ne savons pas quel pouvoir cela a donné au Venezuela, soit pour abattre des avions et des missiles américains, soit même pour bombarder les porte-avions et les navires américains qui mènent l'invasion du Venezuela. L'Iran fait également partie de ce triumvirat. La Chine, la Russie et l'Iran. Vous remarquerez que l'Iran n'a pas été reconnu comme ayant sa propre sphère d'influence sur le Proche-Orient. C'est parce que c'est un tel cauchemar pour les États-Unis que l'Iran, plutôt qu'Israël et les marionnettes américaines comme l'Arabie saoudite, contrôlent le Proche-Orient. Ils ne pouvaient même pas le mentionner. Mais l'Iran a une réponse très forte à tout cela. Si l'Amérique veut empêcher les exportations de pétrole russe en faisant exploser ses pétroliers, si elle veut bloquer les exportations du Venezuela en détruisant ses navires, en envahissant le pays et en s'emparant de ses champs pétrolifères, alors l'Iran peut tout simplement couler un navire dans le golfe Persique. Cela bloquerait la capacité de l'OPEP à exporter son pétrole par voie maritime. Et bien sûr, cela ferait grimper les prix du pétrole en flèche. La logique de l'Iran pourrait être la suivante. Si nous ne pouvons pas commercer, si les États-Unis nous empêchent d'échanger à cause des sanctions qu'ils ont imposées, alors, s'ils nous empêchent de vendre notre pétrole, aucun autre pays du Moyen-Orient ne pourra vendre le sien non plus. Nous ferons exploser un navire et nous n'autoriserons aucun commerce pétrolier au Proche-Orient, à moins que vous ne nous rendiez nos droits souverains d'exporter du pétrole vers qui nous voulons et d'être payés dans la devise de notre choix.
Je pense donc qu'il s'agit de la situation iranienne, de la situation au Proche-Orient, voire de la situation en Israël, agissant comme le proxy de l'Amérique pour conquérir le pétrole irakien, le pétrole syrien, et pour menacer les autres pays arabes producteurs de pétrole d'une simple prise de contrôle militaire s'ils ne continuent pas à utiliser leurs revenus pétroliers pour investir dans et financer l'économie américaine. Tout cela fait partie de la stratégie de sécurité nationale plus large. Je pense que nous faisons probablement un meilleur travail pour expliquer cette stratégie dans votre émission que ne le fait le document du 4 décembre lui-même. Bien que, bien sûr, il soit important pour la franchise avec laquelle il tente d'exprimer les ambitions américaines d'une sorte de nouvelle guerre froide sécuritaire, sans vraiment décrire ce que nous observons, le déploiement de sa stratégie. Si je pouvais juste ajouter une chose, Nima, allez-y Richard. Ce que j'ai trouvé vraiment emblématique, c'est l'accord de von der Leyen avec Trump. Il date de 2 ou 3 mois maintenant, mais It's 2 or 3 months old now, but it was that final step in which Mr. Trump lowered the... C'est à cette dernière étape que M. Trump a abaissé les droits de douane sur les pays européens, en général à environ 15 ou 16%. Et en échange de ce geste, un exemple de la notion de Michael, nous allons réduire les dégâts que nous vous causons, von der Leyen a accepté 2 choses. Premièrement, qu'il y aurait un achat d'environ 700 milliards de dollars de gaz naturel liquéfié comme source d'énergie pour l'Europe, à un prix qui, je crois, est à peu près 3 fois supérieur à ce que coûterait une énergie équivalente s'ils avaient acheté du pétrole et du gaz russe par pipeline ou par voie maritime. Et la deuxième chose que von der Leyen a accepté de faire a été de créer un fonds, encore une fois, d'environ 700 à 750 milliards de dollars sur les 5 à 10 prochaines années, constitué d'argent européen qui serait investi aux États-Unis. Or, il existe un mot en anglais pour ce que von der Leyen a accepté. Ce mot, c'est tribut. C'est le tribut qu'un membre subordonné d'un empire verse à celui qui dirige l'empire. C'est comme ce que Rome recevait des peuples qui l'entouraient, ou ce que l'Empire ottoman percevait à l'apogée de sa domination, et ainsi de suite. Eh bien, avant le document du 4 décembre, tout cela était justifié par les politiciens européens comme une partie nécessaire de la victoire dans la guerre en Ukraine et du maintien de l'alliance de l'OTAN. Eh bien, la guerre en Ukraine est terminée en ce qui concerne la question de savoir qui l'emporte, et l'alliance de l'OTAN en est à son dernier voyage en vertu du document du 4 décembre. Et cela va en réalité, et c'est là mon point, libérer ces médiocres dirigeants européens pour qu'ils prennent une autre direction. Car la voie qu'ils suivaient signifiait que l'opposition de gauche, forte dans des pays comme l'Espagne et la France, et l'opposition de droite, forte dans des pays comme l'Allemagne et la Pologne, aurait désormais moins d'occasions de renverser ses dirigeants, puisqu'ils ne seraient plus dans la position d'être tournés en ridicule pour avoir payé le tribut. Chaque pays européen saurait que son développement économique est gravement entravé par ce que von der Leyen a accepté de faire. Cela n'aurait jamais dû arriver. Et maintenant, eux aussi ont un choix. Eux aussi. Vous savez, il y a une rumeur, je ne sais pas si elle est vraie, mais il y avait une rumeur il y a 2 ans selon laquelle Macron aurait demandé aux BRICS si la France pouvait les rejoindre et qu'il aurait essuyé un refus. Eh bien, je pense que nous allons assister à la résurgence de ces idées maintenant, d'une manière que nous n'aurions pas connue sans ce document et ce qu'il expose en anglais clair à la vue de tous. Plain English right up there for everybody to see.